Je me souviens de ces décors somptueux, dans ces chapelles sombres, habitées de mystères, animées de lumières vacillantes. Fascinante présence, ombre furtive, craquement, grincement, coups frappés, claquements brefs. Nos cœurs d'enfants, protégés d'innocence au royaume des ombres, se faisaient les sages complices de leur vie cachée. Les yeux grands ouverts sur le parquet ciré, furtifs, glissaient en silence, respectueux témoins des présences oubliées. Le retour au soleil faisait cligner les yeux, mais ces jours de décembre, froids, pluvieux, me rappellent ces froides chapelles et leurs hôtes silencieux. Bonjour. Alors aujourd'hui, les grands entretiens du Cairn ont lieu au Grand-Duché du Luxembourg avec Gérard Deibert et nous allons parler littérature, philosophie et poésie. Alors je rappelle rapidement le principe des grands entretiens du Cairn et des rendez-vous d'Hermès. Il s'agit d'aller rencontrer des personnalités qui m'intéressent et qui ne sont pas forcément des personnalités connues, mais qui, à mon avis, ont quelque chose à dire. Dans un deuxième temps, il s'agit aussi d'ouvrir la parole, de rendre possible une parole alternative et d'évoquer des sujets qui ne seraient pas forcément faciles à évoquer. J'aime beaucoup cette idée que l'on puisse dire des choses intéressantes dans le domaine de la culture sans être un professionnel de la culture. J'aime bien que la culture soit inscrite dans la vie de quelqu'un, qu'elle soit pas son seul apanage, mais également l'apanage de quelqu'un qui aura eu toute une existence. C'est de voir comment il est possible, à une époque qui déprécie le langage, de rapprocher le corps et le discours. Voilà. On sait qu'il existe une distinction à faire entre le sujet du corps et le sujet du discours. Elle est chez tout le monde. Hein. Je dis des choses, c'est pas forcément ce que mon corps dit. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'il est impossible qu'il y ait un discours du corps. Or, quand quelqu'un a vécu, comme c'est le cas de Gérard, voilà, un peu plus de 70 ans, dans la lecture des livres, et en a fait en quelque sorte son bien, son miel, je trouve que c'est particulièrement intéressant de voir comment le langage peut être support de vie. Je crois que c'est un manque pour notre époque, un langage support de vie. Alors Gérard, dites-moi un petit peu qui vous êtes, quelles sont vos études, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie de manière très succincte. Après mes études primaires, donc le premier cycle, du collège, je me suis engagé volontaire pour devenir ingénieur et mécanicien dans, dans une école militaire de l'armée de l'air. J'ai suivi tout le cursus donc d'ouvrier mécanicien, électricien, électronicien, pour devenir spécialiste des équipements de bord radar sur les avions. Et ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie où j'ai réussi à, à devenir ce qu'on appelait un support technique pour les, pour les techniciens. J'intervenais lorsque tout le monde était
était resté, euh, comment dirais-je, euh, incapable de résoudre les problèmes. Et c'était des problèmes de fond, des problèmes qui touchaient non pas seulement aux machines, mais à leur environnement. Donc c'était de résoudre des cas spéciaux, ce qu'on appelle le troubleshooting en anglais. Et je suis venu travailler à Luxembourg pour mettre au point des systèmes, des gros systèmes qu'utilisait la Commission européenne. Alors, ce qui m'intéresse, vous voyez, dans ce que vous me dites, à titre personnel, c'est que vous n'avez pas particulièrement fait des études de lettres, ni de littérature, ni de philosophie. Au contraire, c'est très différent. Et pourtant, vous vous êtes intéressé tout de même à lire des livres, voilà, par exemple de philosophie. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, j'ai commencé à travailler dans l'industrie de l'informatique à un moment où se posait la question de la relation homme-machine et où commençaient à intervenir des philosophes, et notamment les philosophes de Palo Alto en Californie, sous l'impulsion de Paul Václavic, de Bateson, euh, et qui était très influencé par un homme extraordinaire qui s'appelait Milton Erickson, qui avait découvert le principe mimétique avant les découvertes, ou en même temps, mais parallèlement à René Girard, et notamment qui a créé le concept du guérisseur blessé. Il avait la capacité, un degré d'empathie superbement élevé, qui lui permettait de rentrer en contact avec une personne blessée, de se, de se mettre en fusion émotionnelle avec lui et de trouver des solutions à ses difficultés d'ordre psychologique ou autre. Donc c'était le moment où on développait ce qu'on appelle les relations homme-machine. Alors ça, c'est très intéressant parce que je crois qu'on est au cœur de notre modernité. La technologie a fait d'énormes progrès, très bien, pourquoi pas, super. Et pourtant, elle nous pose également de très grandes questions, Voilà. Notamment la pertinence. notamment la pertinence. Et il me semble, hein, nous sommes d'accord là-dessus, que notre modernité est un peu en crise. Elle présente pour chacun d'entre nous des difficultés presque insolubles à résoudre, d'autant plus que l'éducation, l'école, le lycée, l'université, les professionnels de la culture sont pas forcément en mesure de proposer des réponses. Il y a un décalage. Hein, j'ai Oui, une fille. la génération actuelle est désemparée. Mmh. Elle est Désemparée, ouais. désemparée d'elle-même, désemparée du monde qui l'entoure, désemparée de son destin, désemparée de son emploi. C'est à la fois triste et vertigineux. Mais je pense que des solutions existent. Elles sont dans la frugalité de la pensée, le retour à la vertu, l'importance du travail. Le travail, c'est très important. On parlait de société des loisirs. Je pense que c'est une grave erreur. Les publicités tournent toujours autour d'images, de canapés, de lits, de personnes allongées sur le sable, etc. Oui, je trouve ça intéressant. J'aime bien la notion de désemparé. Voilà. Il ne s'agit pas de dire évidemment que la jeunesse n'est pas intéressante. Elle est intéressante comme toutes les jeunesses, elle est dynamique, intelligente. Mais les générations qui adviennent, me semble-t-il, ont une terrible méfiance à l'égard du langage, des discours, et en même temps, on leur propose pas grand-chose. Hein. C'est certain que c'est pas les publicités ni les ordres de la consommation qui vont les aider. Alors, il me semble aussi que le diagnostic sur ce sujet
a été fait depuis longtemps, hein, ça fait 30, 40 ans, 50 ans, que des gens intelligents disent, il se passe des choses assez graves, sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse. Il me semble qu'il faut maintenant se pencher vers les solutions. Voilà. Est-ce qu'il y a des solutions? Moi, je crois aussi qu'il y a des solutions. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'une intelligence artificielle, entre guillemets, ou une bêtise artificielle, je ne sais pas comment l'appeler, prenne le relais du manque à penser. Voilà. Moi, il me semble avoir observé, déjà dans ma génération, hein, un manque à penser, un prêt-à-porter de la pensée, un manque à penser qui débouche assez naturellement sur de l'arrogance. Je ne sais pas si Gérard connaît ce très beau texte de Nietzsche, du jeune Nietzsche qui a 25 ans dans Considération sur nos établissements d'enseignement. C'est un texte qui fait 10 pages, dans lequel il dit, voilà, on va vers une démocratisation de la culture qui va avoir deux conséquences. Un abêtissement généralisé et la création d'une élite qui va avoir accès au meilleur sans que cette autre partie de l'humanité qui sera laissée à elle-même puisse accéder à quoi que ce soit. Et elle va se retrouver désemparée. Bon, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je crois que ça vient d'une réaction du matérialisme du 19e au 20e siècle, qui consiste à dire il est impossible devant les grands drames qu'a connu l'humanité qu'il puisse exister un Dieu bon. Et c'est à l'homme de rendre justice. Et ça, c'est très dangereux. Ça a été dénoncé dans l'encyclique Spe Salvi de Benoît XVI, qui parle du danger de comment dirais-je, du danger de cette exagération de la justice, et qui a donné les tristes résultats qu'on connaît avec Staline et Hitler et d'autres personnages de notre histoire Mmh, récente. mmh. C'est intéressant de voir que l'histoire explique également, en effet, le caractère un peu désemparé de nos jeunesses. Euh, il s'est passé des choses assez graves quand même au XXe siècle. Hein. Je vous ai observé récemment que comment dire, l'anarchie architecturale qui caractérise notre modernité me paraissait une conséquence de la Deuxième Guerre mondiale et qu'elle me donnait toujours la sensation qu'elle était l'écho des bombes qui tombaient sur l'Europe, notamment à cette époque-là, et qu'on avait perdu cette espèce de common sense, ce sens commun qui faisait qu'on vivait ensemble. Chacun de son côté est censé avoir des avis, avoir une personnalité. Et là, il y a un paradoxe absolu. Hein. On nous a jamais autant demandé notre avis, et ça n'a jamais eu aussi peu de conséquences Ouais. et aussi peu d'importance. Oui. Je pense aussi qu'il y a un illusoire de la liberté. Voilà, Si elle est c'est le définie, mensonge en fait, c'est le triomphe du mensonge. je crois, oui. On dit mais Hitler, Staline, tous ces gens-là seraient heureux parce que tout leur programme est en train de se réaliser. Alors là, il y a C'est un quelque... Ouais, ouais, paradoxe. ouais, tout à fait. Alors, pas de manière excessive non plus. Hein. Par bonheur, quand même, les nazis ont été défaits, c'est une vérité. Et Staline, bon, a été mis de côté. Il est probable que ce serait encore moins bien si Hitler avait gagné. Mais il faut envisager cette hypothèse qui est une forme de totalitarisme non dit qui se soit inscrit à l'intérieur même de nos sociétés sans qu'on s'en soit vraiment rendu compte. Voilà, donc en fait la question est posée. Moi, Mmh. je ne serais pas prêt dans cet entretien d'apporter des réponses à ça, mais je me pose souvent cette question. Mmh. Sachant que définir la liberté comme je fais ce que je veux, non seulement est un leurre, mais un leurre dangereux. Voilà. Je connais beaucoup de familles qui ont été détruites par ce genre de discours. Ah oui, oui, On non, pense qu'on veut des familles, mais c'est quand même une structure qui permet quand même voilà, mais le danger est là, d'exister, quoi. le danger existe. Moi, je Oui. suis confronté en ce moment à une réflexion sur la médecine et je me rends compte de l'importance que ça peut avoir de,
de respecter des principes, notamment le principe de la confiance et de l'espoir. Et j'ai découvert dans mes recherches que je n'avais pas de réponse sur des solutions thérapeutiques qu'on m'a proposées. Ces solutions, lorsque j'ai posé la question des principes de leur activité, on n'a pas su me répondre. Et mes recherches m'ont conduit à saint Thomas d'Aquin sur le, sur les, sur le concept d'ordre naturel. Et le concept d'ordre naturel revient à placer la vertu et les vertus telles qu'elles ont été définies au grand siècle de Platon, au, au début du christianisme, dans les différents conciles, qui sont celles des vertus. Il y a les vertus cardinales, mais il y a aussi les vertus théologales. Et les vertus théologales, c'est la confiance qui crée l'espoir et qui est permise par la mise en œuvre, par l'amour qu'on donne et qu'on reçoit. Et ce concept de confiance, je le retrouve chez saint Thomas d'Aquin lorsqu'il exprime la notion d'ordre naturel. Alors, il y a des grands livres, notamment celui de M. Gilson, qui étudie les controverses qui avaient eu lieu lorsque la découverte des textes arabes et leur traduction à l'époque d'Albert le Grand de Cologne, de saint Thomas d'Aquin, de saint Bonaventure, était discutée à l'université de Paris. Et où la version d'Aristote, approfondie par saint Thomas d'Aquin, a permis à la philosophie de vivre en bonne harmonie avec la théologie. Et cet accord basé sur la sagesse et sur la prudence prise comme une vertu d'intelligence qui permet de peser les choses, qui permet à la théologie de vivre en symbiose avec la philosophie, comme deux activités séparées, mais complémentaires. J'aime beaucoup ce que dit Gérard. Sur le fond, je suis plutôt très intéressé et plutôt d'accord. Mais ce que j'aime surtout, c'est que la philosophie et la théologie ici sont vécues par un corps qui pense. Là, en l'occurrence, il s'agit de savoir, sur le plan un problème médical, qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Eh ben, les médecins nous arrivent de plus en plus souvent avec des solutions technologiques plutôt plus ou moins convaincantes, mais indépendamment presque du patient. Et c'est un dérapage de notre modernité dans son rapport au savoir et à la science. C'est-à-dire à quoi sert la science. Voilà. Est-ce qu'elle, et qu'est-ce que le savoir? Ce sont, à mon avis, de très très bonnes questions. Alors je tiens à préciser que j'ai rencontré Gérard et je suis venu au Grand-Duché du Luxembourg, je fais 500 km, parce que j'avais observé un commentaire très sensible et très intelligent sur un poème latin de Baudelaire. Voilà. Euh, Gérard avait voilà, commenté un très joli vers. Baudelaire a écrit quelques poèmes latins, très peu, mais quelques-uns quand il était jeune, ils sont très 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 beaux. Et notamment un poème où il y avait le mot fémina. Fémina. Et vous aviez commenté, Gérard, le A de fémina dans... C'était très très beau, c'était très 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 sensible. Et là, ça rejoignait une de mes intuitions, une des intuitions qui sont à la base des grands entretiens du Cairn. Il y a des lecteurs en France qui sont des lecteurs intéressants et qu'on n'entend pas et qui vont peut-être nous faire entendre la langue française, la littérature française de manière différente que celle que nous imposent littéralement comme un diktat les médias mainstream. Alors ça nous amène à réfléchir ensemble, Gérard, sur qu'est-ce qu'est devenu l'édition aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que vous lisez beaucoup de livres, moi aussi. Qu'est-ce que vous auriez à dire sur le sujet?
Ben, par exemple, il existe un livre qui est très intéressant, plusieurs livres très intéressants. Par exemple, l'étymologie d'Isidore de Séville Mhm. ou La Cité de Dieu de saint Augustin, qui nous présente l'Antiquité non pas sous des poncifs de Moyen Âge, de Renaissance, de ceci, de cela, des concepts fabriqués, des jugements, mais qui représente au contraire une culture ouverte, libre, prudente, sage, et dans laquelle on trouve une incitation au travail, une incitation à la, aux soins qu'on peut apporter à notre travail, à la notion du temps, à la relativisation de l'argent. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir, en fait. Je vis avec un optimisme très, très solide, malgré tous les avatars de l'existence. Je pense qu'il faut rester dans cette disposition. Oui, j'entends bien. Ce qui me plaît là aussi, c'est que je vous demande de parler d'édition d'aujourd'hui, Alors, et vous me l'édition, parlez, mais c'est pas grave, hein, mais vous me parlez de saint Thomas d'Aquin et d'Isidore de Séville. Moi, ça me plaît beaucoup. voilà. Pourquoi? Parce que l'édition moderne, actuelle, a sombré très clairement dans la mode. Elle a toujours sombré dans la mode. Je veux dire, il y a toujours eu des modes en littérature. Mais là, aujourd'hui, il faut le savoir, hein, un livre, c'est 3 mois. Hein. Un livre est publié, on peut le publier très vite. Hein. Produire un livre physiquement, ça peut être une nuit. À écrire, l'intelligence artificielle va le faire en un quart d'heure. À produire, on envoie le texte au Maroc. Il est édité par des petites mains, le temps de le dire. Hein. Ça passe ensuite sur des imprimantes. On envoie tout ça en France. Entre le moment où on a décidé de construire le livre et le moment où il devient un objet physique, il peut se passer entre 2 jours et une semaine. C'est nouveau. Ensuite, il s'agit de vendre le livre. Vendre le livre, on sait hein, que c'est 3 mois. Au-delà de 3 mois, si la mode n'a pas attrapé le livre par les médias, Ouais. le livre va au pilon. Est-ce qu'il ne se passe pas là quelque chose de nouveau qui remet en question même la notion de livre? Euh, Saint Thomas d'Aquin, c'est pas hier soir, hein. Ça a Non. quand même 7 siècles. Euh, Or, si je vous écoute, c'est encore viable. Il a dépassé la date limite des 3 mois, quoi. Ah oui, là, il est en avance sur toutes les idées qui sont soi-disant modernes. Tout à fait. Là, par exemple, la question de la médecine. Euh, Est-ce qu'on se soigne? Roger Vitoz aussi, Oui, hein, je vous ai allez-y. cité Roger Vitoz. Roger Vitoz, il est en avance sur toutes les découvertes que l'on fait actuellement en neurologie. D'accord. Alors, qui est C'est Roger Vito? Je étonnant. ne connais pas. Alors, Roger Vitoz, c'est un docteur d'origine suisse qui, à l'époque de Charcot, de Freud, de Carl Gustav Jung, de Adler, dé- trouve une méthode pour aider concrètement les gens qui ont des problèmes de nervosité à retrouver leur calme et à guérir de leurs angoisses. Mhm. Et il est précurseur de cette façon de toutes les thérapies brèves qui sont actuellement à la mode. Et il redéfinit en fait une forme de thérapie qui est basée sur le retour à la sensation, au sens. Et grâce à cette méthode, très, très simple, basée sur la conscience du moment présent, Vitos découvre une méthode. Donc il accordait beaucoup d'importance à la simplicité, à la communication avec l'autre. C'est ce que vous me disiez au moment du repas, au colloque, au fait d'être en dialogue. Moi, c'est ce que j'appelle l'autre qui délivre de moi. Parce que comment dire, on met beaucoup l'accent sur le moi aujourd'hui. On est tous censés avoir un moi, une personnalité, être quelqu'un. Bon, moi, je veux bien.
pourquoi pas? Très bien. Mais est-ce que ce moi, il existe sans l'autre? Je crois pas. Je crois que c'est Ouais. l'autre qui nous définit comme moi, et que c'est l'accès à l'autre comme différence insurmontable. C'est-à-dire deux corps différents, vous avez un corps, j'ai le mien, L'altérité. mais cette altérité est vécue comme quelque chose de positif. Ah oui. Voilà. Et ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des comportements de type commun. C'est-à-dire que je sois différent de vous et que vous soyez différent de moi, n'oblitère pas le fait que fondamentalement, on a quand même essentiellement des choses en commun. Et que c'est la vie en commun qui va faire qu'on va fonctionner. Et ça, la réponse à un malaise, au malaise de la séparation, du divorce qui existe à notre époque. C'est cette capacité de reconnaître chez l'autre un point de vue différent. Très bien, tout à fait. Sachant que cette différence est constructive. Alors, on va là faire Absolument. référence, le mot était bien choisi, hein, à un malaise, c'est le fameux malaise dans la civilisation, le très grand texte de Freud, qui est un des textes fondateurs de la lucidité contemporaine, à mon avis. Quand Freud, ça doit être en 1906, je crois, mais assez tôt, a dit nos sociétés sont habitées par la pulsion de mort. Alors la pulsion de mort, on doit lui faire un sort. On a tous une pulsion de mort, c'est-à-dire, pour parler simple, une pulsion un peu suicidaire. Elle existe chez tout le monde. On lui fait sa part, et puis on va de l'avant avec les pulsions positives, les pulsions dites érotiques, l'éros. Il semblerait, et là, hélas, tout le XXe siècle lui a donné raison, que les pulsions négatives étaient en train de prendre le dessus. Dites pessimiste, vous diriez. Je crois qu'il y a un lien entre le nihilisme de Schopenhauer et la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Qu'on ne se met pas à s'entretuer de manière abominable, et ça continue, hein, en Ukraine ou en Palestine, à Gaza, ça continue à bombarder. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là? Je trouve que c'est important de montrer une des clés de la compréhension de notre époque et de la dater à ce moment de déclaration de la guerre de 14-18, où le maréchal Lyautey, qui était résident général au Maroc, apprenant la nouvelle de la déclaration de guerre, a déclaré: Ah, les imbéciles, c'est une véritable guerre civile. Oui, après, pour le Vosgien que je suis, l'invasion venue de l'Est, c'est vraiment c'est une constante de l'histoire. D'ailleurs, la France est née d'invasion venue de l'Est. C'est à ce moment-là que c'est le début de l'arianisme, où les, les populations, disons, barbares, qui viennent de l'Est et qui envahissent, Mmh. apprécient le christianisme pour ses qualités, mais n'apprécient pas la théorie selon laquelle Jésus serait le fils d'un Dieu, Mmh. ou le fils de Dieu. Et ils apprécient pas le fait qu'il ait cette dignité-là, quoi. Mmh. Oui, oui, c'est la grande querelle des Ariens, qui est très, très, très intéressante, encore pour aujourd'hui, à mon avis. Hein. Oui, parce que C'est- c'est le dualisme, ce qu'on appelle le dualisme, c'est-à-dire que c'est le fait de dire que en face de Dieu existe en face du bien existe le mal. Alors que dans la création, saint Thomas le rappelle, tout est contenu dans la création. Le mal est en fait le résultat de la liberté que l'on a. Donc Mhm. c'est une réflexion très, très Mhm. originelle et qui mériterait d'être Bah, c'est surtout de approfondie. la mystique, Gérard. On est Là. à Mhm. on est à la frontière. J'attire l'attention sur le caractère un peu presque baroque de cette situation qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà, nous sommes au cœur de la forêt du Grand-Duché de Luxembourg en 2024 et nous réfléchissons sur les Ariens. Est-ce que c'est intéressant? Vous voyez? Ben moi, je pense que oui. Aussi incroyable que ça puisse paraître, euh, à l'heure de l'intelligence artificielle, du TikTok, d'Instagram et du reste,
réfléchir aux conséquences mystiques et mystérieuses de l'origine du mal, ça me paraît décisif. Et Ouais. que si on y avait réfléchi un petit peu plus et un petit peu mieux, Un on petit se peu serait mieux surtout. petit peu mieux, oui. Et peut-être un peu moins avec des professionnels. Parce que là encore, il y a des professionnels du Ah oui, discours. Et il y a un vrai souci sur ce sujet. Alors, ce souci a été bien noté, hein, notamment par Jacques Lacan dans les années 60-70. On lui a beaucoup reproché. Hein. Le discours de l'université est un discours humiliant. Il n'est pas là pour enseigner à quelqu'un, il est là pour humilier quelqu'un avec un discours et lui faire comprendre que il a intérêt à comprendre ce discours et à répéter juste comme il faut. Hein. Sinon, il ne sera pas accepté lui aussi dans l'université ouais, pour répéter à nouveau ce discours d'humiliation. ouais. Là, c'est-à-dire qu'on est sorti du platonisme et du dialogue grec, hein, où l'écoute Ouais, est première. on est dans le bizutage. Presque, c'est bien vu. Oui, oui. Ouais, Le bizutage commence par l'université. ouais. Elle commence pas par les étudiants. Très Il- bien vu. C'est assez impressionnant de voir que dans l'édition d'aujourd'hui, en 2024, le hein, superficiel, ouais. ah, c'est plus grave que ça, Gérard. C'est ce qu'on appelle les sensitivity readers. C'est-à-dire que un bouquin arrive sur la table d'un éditeur, et attention, hein, l'édition en France, c'est 200 personnes qui se connaissent. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Je me demande, parce que là, il y a un délire imaginaire. Bon, par bonheur, la vie est plus raisonnable que l'imaginaire. Et bien souvent, ces excès ne sont pas suivis de conséquences. Mais on est quand même confronté à un vrai problème. Comment les discours philosophiques peuvent prendre le pas sur le délire de l'imaginaire. Et il me semble que saint Thomas d'Aquin, c'est un bon choix. Il y en a d'autres, Platon, etc. C'est-à-dire comment on peut faire revenir ces discours dans la vraie vie, sachant qu'ils n'en sont jamais vraiment sortis, puisque de toute manière, nous sommes des enfants de Platon, de la philosophie grecque, qu'on le veuille ou non. Moi, c'est pas Lao Tzu qui m'a constitué, même si je l'admire. On a un enfant, il y a des causes, il y a des conséquences. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je veux dire, euh, on a des actes dans la vie. Ces actes, ils vont avoir des conséquences. On doit assumer au moins une partie de ces conséquences en tant qu'on en est pour partie la cause. Ce sont des choses évidentes. Autrement dit, je fais ce que je veux est impossible. Il y a plein de choses qui sont possibles, mais je fais ce que je veux, Ça. non. Le manichéisme est redevenu à la mode, qui est une forme du dualisme. Tout à fait. Il y a aussi la gnose, qui est en fait le, le principe chez des religieux ou des théologiens, ou même des philosophes, de croire que leur recherche de la raison et leur travail philosophique ou leur travail théologique est supérieur au sens commun. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Mm. Le sens commun peut paraître comme un raccourci, mais souvent, il est dans la vérité. Mm. Tout à fait. Et c'est là qu'on voit que toutes ces digressions religieuses qui étaient l'apanage, par exemple, du IVe siècle, pour la gnose et avant, sont encore complètement actuelles. Oui, oui, Il absolument. faut pas lire les livres de théologie comme des trucs, voilà, dans le meilleur des cas, des romans d'aventure à l'ancienne. Non, c'est tout de suite. La gnose, qui a beaucoup d'avatars, aujourd'hui dans les sociétés secrètes, Ouais, avec des gens qui s'imaginent supérieurs au reste de l'humanité, qui à partir de là s'autorisent à manipuler absolument tout ce qu'ils veulent. Et là, on ouais. voit que la théologie avait une grande ouverture d'esprit, Ah oui. qu'elle laissait la place à l'autre. Elle Et essaie, comme étant la clé puisque il y avait des discussions qui se faisaient entre des lettrés, donc des gens qui avaient le privilège du savoir et du livre, puisque le livre n'était pas diffusable aussi facilement mhm, qu'il est devenu. Et ces gens-là avaient tendance, c'était le mandarinat, c'était le cléricalisme, c'était ce qu'on retrouve dans l'hindouisme où les brahmanes se jugeaient supérieurs mhm, à leurs administrés, et c'est la réponse de Bouddha.
Et c'est étonnant parce qu'on retrouve Socrate, Bouddha, David, Confucius au 5e, 6e siècle, il y a un âge d'or de la pensée. C'est vrai, c'est troublant, C'est c'est assez vrai. troublant. Et j'en tire une conclusion, enfin pas une conclusion, mais une observation, c'est qu'on est très très loin de vivre un âge d'or de la pensée. Je crois qu'on Euh, est dans l'obscurcissement. je crains que, hélas, oui, on soit dans une période extrêmement sombre et noire. Et en même Euh, temps, c'est un temps de révélation, Tout à fait, une épiphania. tout à fait. C'est un vrai paradoxe de notre C'est un modernité. paradoxe Ah ouais. incroyable. Mm. Et Et, est-ce que les leçons vont en être tirées? Ça, c'est autre chose. vous voyez, par exemple, on a la chance aujourd'hui, par exemple avec un téléphone, chose comme ça, de pouvoir téléphoner de l'autre côté du monde et de voir en vidéoconférence la personne qu'on voit. Ah, c'est fabuleux, C'est c'est juste étonnant. prodigieux. Est-ce qu'on en a tiré la conséquence de la conscience de l'altérité? Ben, c'est l'inverse. C'est au On, contraire. on arrive à une mondialisation qui bouffe tous du McDonald's. Ouais, Et on nous dit que c'est formidable. Là, il y a quelque chose d'étonnant quand même. ouais. C'est qu'au moment même où le vertige de la différence devrait nous enivrer, on se retrouve avec une espèce d'abrutissement obligatoire. C'est étonnant. Et je me suis rendu compte, moi j'ai travaillé dans le milieu bancaire, qu'il y avait de la part des administrateurs, euh, ils faisaient circuler un mémorandum avec un dictionnaire des expressions à utiliser. Mhm. Donc ils imposaient un langage et des mots. Bon, c'était étonnant, quoi. C'était un Mhm. outil de communication qui en fait était une restriction du langage. Ben, c'est presque une micro-bible à l'usage des abrutis, c'est-à-dire qu'ils apprennent trois, quatre trucs par cœur. Ouais. Alors après, il faut qu'on le dise aussi, parce qu'on en parlait tout à l'heure, Enfin, ça ne voilà. signifie pas du tout que nos sociétés et nos civilisations soient construites là-dessus. C'est au contraire construit sur tout le contraire. Là, si on remonte à saint Thomas d'Aquin, et même avant, hein, aux Grecs, nos civilisations, dans ce qu'elles ont de meilleur, et elles ont encore beaucoup de meilleur, sont construites sur autre chose. Sur une certaine représentation de la loi. Euh, voilà, on parlait de Pierre Legendre tout à l'heure. Euh, il n'y a pas de fatalité à tout ça. Mais il faut faire ressurgir un certain nombre d'abord l'efficacité de la parole. Moi, j'avais été frappé par l'usage du mensonge comme cheval de Troie, c'est-à-dire comme imposture. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a dévalorisation du langage. Et quand elle arrive depuis le très haut, en termes de fonction sociale, mais ça a un pouvoir symbolique fort. Quand... Ben, il y a eu l'affaire France Télécom, où les psychologues ont utilisé leur science pour, euh, pour coincer les individus par des injonctions paradoxales, qui faisaient Oui, que ces gens-là ont été portés au suicide par leur propre hiérarchie, oui, je me souviens de tout ça, ouais, c'est terrible. au contraire, pour faire obstacle à leurs droits. Donc ils les ont attaqués en avant d'un procès possible que Mmh, pouvaient faire ces gens, mmh. Oui, oui. pour des Alors, questions d'intérêt mmh, financier. mmh. Je me souviens très bien de tout ça. Et Et là, oui, le oui. procès est à huis clos. Alors, la question de la politique est intéressante, mais on ne peut pas la séparer de la théologie. Hein. On ne peut pas séparer de la psychologie, de la théologie, de l'histoire. Il n'y a pas la politique comme un secteur à part. Oui, la Euh, police, la vie en commun, c'est ça. Hein, la politique, c'est on vit ensemble. Voilà. vivre ensemble. Voilà. On revient Mmh. à la réflexion qu'on faisait, le dialogue en fait. Soit des Tout à fait. professionnels de la politique posent problème à un certain moment. C'est vrai. Mais en même temps, s'occuper de la police, s'occuper de la vie collective, du common sense, me paraît quelque chose enfin, qui demande quand même des qualités, des Ouais. compétences et presque une professionnalisation. Mais, Euh, je vous répondrai par une autre anecdote. C'est Madame Chirac qui parle de son mari. mm, Elle dit, mais il ne savait rien faire.
Mmh. Mais à cause de cette absence de savoir-faire, il savait choisir le bon professionnel pour faire exactement comme il faut ce qu'il fallait qu'il fasse. C'est de souligner l'humilité de cet homme qui était au premier plan Ouais, ouais, c'est très beau. Ça me plaît et qui beaucoup, hein. Mmh. acceptait sa fragilité, ses faiblesses. Mmh. OK, tout à fait, ça me plaît beaucoup et mais c'est aussi pour remettre, le politique au cœur de la société. Voilà. C'est-à-dire que ça nous Et intéresse elle tous. disait, il en faut des personnages Bah, oui. capables de Mmh. choisir. Après qu'on en change, ça me paraît nécessaire aussi. Mais Oui, voilà. le bon, je veux dire, c'est un travail, voilà. Ouais, D'autre part, remarque en passant, ce monsieur qui avait été un grand cadre d'EDF, il s'arrogeait un peu facilement, de l'honneur de ouais, travailler. Il me semble que c'est d'abord les ouvriers qui travaillent, hein, avant même leur patron et il était pas tout seul à avoir travaillé dans cette entreprise, ouais. quoi. Je veux dire, bon, voilà, parmi d'autres. Je veux dire, c'est Ça, si c'est un domaine que je connais bien, l'industrie, et il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. moi, j'observe un truc notamment assez amusant, c'est qu'il y a un dérapage religieux dans le fonctionnement de l'industrie. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des chefs ultra payés de manière délirante, Ouais, un peu comme par exemple certains leaders religieux étaient payés par exemple au Népal. On sait qu'au Népal, le chef religieux, notamment au Moyen Âge, avait tous les pouvoirs. Et ouais, c'est la même chose chez les musulmans, hein. oui, mais on pourrait nous reprocher des discours religieux parce qu'on s'intéresse à saint Thomas d'Aquin. Ouais. Et pourtant, les comportements religieux fanatiques sont partout. Oui, J'ai, moi, enfin, et j'opposerais le religieux au fanatisme. Ça, c'est quelque chose que je dis assez souvent. Il ne faut pas confondre les deux. Euh, que oui, l'intégrisme, à l'intégrisme, par le exemple. danger de l'intégrisme, ouais. Il existe quand même chez les religieux. Voilà, il faut quand même le dire, hein. Ouais, Il y a des dérapages. Ça fait de très bons dictateurs, hein, les religieux, quand ils ouais. dérapent, hein. Mais il me semble que paradoxalement, la dictature est beaucoup plus du côté de la société de la consommation que du pape catholique. Oui, Sur c'est ce que sûr. j'ai vu ces derniers temps, hein. Je vis en Italie régulièrement, j'ai jamais vu un prêtre m'agresser pour me dire ce qu'il faut que je pense. Euh, alors que la télévision, que je n'ai pas, je répète, hein, est une machine à donner des ordres Ouais. pour qui sait la lire, hein. Très bien vu. Inexorable sur les convenances et qui s'égrée de l'hypocrisie comme d'une politesse qu'on lui rend. C'est très joli. Sous le tonneau, un verre, de taches violettes empourprées, les grands foudres dans l'ombre alignée, et ce parfum de cave saine, odeur de terre et de fleurs de vigne, de bois et d'herbe, sous la voûte de pierre éclairée de soleil.